Jeudi 17 avril 2025, il est 7 heures à Bamako. Le journal Moussa Papa Aïdara. La sécurité dans l'actualité, la rencontre des chefs d'état-major de l'AES s'est achevée hier sur des notes de satisfaction à Ouagadougou. Ils ont évalué les interventions conjointes de lutte contre le terrorisme menées dans l'espace AES et des modalités de la mise en place de la force unifiée. 2 milliards de francs CFA pour réhabiliter le pont ferroviaire de Kassaro dans le cercle de Kita. Les travaux de réhabilitation ont fait l'objet d'un protocole d'accord signé hier entre l'État du Mali et la société Covec. Et pendant ce temps, ZAP fait rentrer sa première cohorte. Entendez par ZAP, zone agricole partagée, nom d'un projet de formation à l'endroit de 200 jeunes maliens qui se familiariseront avec le secteur agricole, une idée de l'Union des ambassadeurs. Actualité sur le continent, conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la première visite à Kinshasa du nouveau médiateur de l'UA, Fornia Simbe. Il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi sans que rien ne filtre de leur tête-à-tête. En sport cyclisme, 11e édition du Tour cycliste international du Mali. Après la journée de repos, la compétition reprend ses droits à la faveur de la 4e étape. En ce qui concerne le football, les demi-finales de la Ligue africaine des champions, match aller, les rencontres sont prévues pour samedi. La chronique judiciaire fait un lien ce matin entre la culture et le système judiciaire. Comme vous le savez certainement, l'État du Mali a pris les dispositions pour faire face au phénomène de pillage systématique des sites archéologiques et au trafic illicite des biens culturels. Eh bien, Garibou Pérou nous plonge dans l'univers d'une justice culturelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. L'État du Mali et la société Covec ont signé un protocole d'accord pour la réhabilitation du pont ferroviaire de Kassaro dans le cercle de Kita. L'endommagement de cette infrastructure le 30 août 2024 faisait suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité. Les travaux de réhabilitation qui vont coûter près de 2 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 4 mois vont à terme permettre la reprise du trafic ferroviaire Bamako-Kai-Bamako. Bemba Sibi pour les détails. Bientôt, le trafic ferroviaire va reprendre sur l'axe Bamako-Kai, le pont ferroviaire de Kassaro, dans le cercle de Kita, qui a été endommagé après les pluies diluviennes de l'année dernière, va être réhabilité. L'État du Mali, à travers le ministère des Transports et des Infrastructures et la société chinoise Covec, viennent d'acter une convention de financement dans ce sens. Alousséni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons échangé et avons obtenu en tout cas des accords avec le groupe Covec pour la réalisation d'urgence de ces travaux dans le cadre d'un partenariat et toutes choses qui vont permettre très rapidement d'assurer le trafic, la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kai. Cette signature est la poignée de main entre le ministre en charge des Transports et le premier responsable de la société Covec sont l'espoir pour les millions de Maliens pour lesquels la reprise du trafic ferroviaire est vitale. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Le montant estimatif des travaux à peu près 1,6 milliard de francs CFA. Parce que nous disposons d'une étude à la date d'aujourd'hui. Le matériel roulant n'a pas de problème. Une fois que le pont va être construit, les rails vont être reposés. Les études sont déjà terminées et les travaux de réhabilitation vont commencer pour une durée de 4 mois. Pour le premier responsable de la société Covec en charge de l'exécution des travaux, le choix porté sur sa société est une marque de confiance de l'État qu'il va tâcher d'honorer. La première cohorte du projet de formation de la zone agricole partagée ZAP a été lancée à Bamako. Au total, 200 jeunes Maliens verront leur capacité renforcée dans le secteur agricole pendant 2 ans à Baguineda. Ce projet innovant est à l'initiative de l'Union des ambassadeurs qui entend garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en valorisant le potentiel agricole. Aïssata Saliou Maïga. Insérer 200 jeunes Maliens dans l'entrepreneuriat agricole, telle est la volonté affichée de l'Union des ambassadeurs. C'est pourquoi elle entend investir 2 milliards de francs CFA dans la formation de ces jeunes Maliens en quête d'emploi.
L'initiative met l'accent sur la diversité, l'inclusivité et surtout l'innovation. Djadji Soumaré, président de l'Union des ambassadeurs. De 15 à 35 ans, dont 50% de femmes, 10% de personnes en situation de handicap et 10% de migrants sur le retour. Donc ces 200 jeunes entrepreneurs agricoles vont être formés pendant 2 ans. On va leur donner une bourse, on va leur donner du matériel, on va les mettre au contact de grands entrepreneurs afin qu'ils deviennent les futurs producteurs du Mali et qu'ils puissent eux aussi chacun former ou en tout cas employer une vingtaine de jeunes. Yasmine Sissé, directrice du projet ZAP. La voie vers la souveraineté économique, alimentaire et sécuritaire au Mali demande un engagement collectif, ensemble. Nous pouvons créer un système alimentaire durable qui non seulement nourrit le peuple, mais qui renforce également notre économie. Ce projet de la zone agricole partagée ZAP devra permettre aux bénéficiaires de contribuer à la dynamisation durable du secteur agroalimentaire dans notre pays. Daniel Siméon Kéléman, ministre de l'Agriculture. À travers le projet Zone agricole partagée, nous posons une pierre essentielle pour bâtir l'agriculture de demain qui porte essentiellement sur une agriculture moderne, inclusive, innovante et tournée vers l'avenir. Vise à atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Thomas Eker, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Ce projet s'inscrit dans une vision ambitieuse, mais résolument réaliste. Faire de l'agriculture un choix d'avenir, un levier d'insertion économique, de développement territorial et de futur concret pour la jeunesse malienne. Elle offre aux jeunes, aux migrants de retour et aux entrepreneurs en devenir une formation complète, un accompagnement structuré et surtout un espace pour apprendre. À noter que d'ici 2028, l'Union des ambassadeurs ambitionne de créer, à travers son projet Séguinso, qui veut dire le retour à la maison, 1 millier d'emplois décents directs et indirects dans la chaîne de valeur, notamment agricole. Au-delà de la formation des jeunes, l'Union des ambassadeurs lutte contre la migration irrégulière et l'enrôlement des jeunes par les groupes armés. AES Actualité. J'étais disant dans les titres, les chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel ont évalué les interventions conjointes de lutte contre le terrorisme menées dans l'espace AES et les modalités de la mise en place de la force unifiée. Ils ont aussi amendé le pilier de défense et sécurité. La rencontre des chefs d'état-major de l'AES s'est achevée hier sur des notes de satisfaction à Ouagadougou. La synthèse avec Lazare Sanou. L'évaluation des actions conjointes menées par les forces armées de la Confédération des États du Sahel fait ressortir que plusieurs terroristes ont été neutralisés et d'importants matériels saisis. Général de brigade Moussa Diallo, chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. L'évaluation de l'Oplan Yeroko, une opération conjointe conduite par les forces armées du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Cette initiative stratégique a permis non seulement de neutraliser plusieurs groupes terroristes, et de démanteler les plots logistiques, mais aussi de consolider notre coordination opérationnelle sur le terrain. Les travaux de Ouagadougou viennent consolider la mise en place effective de la force unifiée au sein de la Confédération. Les enseignements tirés de cette opération sont précieux. Ils ont nourri nos réflexions et conduit à la formulation de recommandations, lesquelles seront transmises aux autorités politiques de chaque pays. Ce travail minutieux, rigoureux et consensuel constitue désormais une base solide pour la mise en place de la force unifiée de l'AES, projet phare de notre ambition de souveraineté nationale. Cette rencontre de haut niveau des experts en défense et sécurité de la Confédération des États du Sahel traduit encore une fois de plus la volonté affichée des chefs d'État de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre l'ennemi commun, le terrorisme. Dans le cadre de son premier anniversaire à la tête de la ville de Niamey, l'administrateur délégué de la ville de Niamey a effectué une série de visites dans la ville. Le colonel Boubacar Soumana s'est rendu sur plusieurs chantiers d'urgence, des chaussées drainantes, de curage des caniveaux. Eh bien, c'est Raïna Ibrahim de la radio du Niger qui nous fait le point.
La première étape de cette visite a débuté au niveau des travaux des chaussées drainantes Niamey-Niala et l'école Galaxy, puis direction le boulevard Mohamedou Buhari Tanimoun, en passant par le quartier Bobiel, le caniveau de la francophonie et l'avenue du Zarmaganda. L'administrateur délégué s'est également rendu sur plusieurs autres chantiers, dont le rond-point Barré, boulevard Tanimoun et l'école Mamar de Bassora pour constater les travaux. C'est des programmes d'urgence qui ont été diligentés par les plus hautes autorités de ce pays pour permettre à ce que la ville de Niamey puisse avoir des chaussées, des routes praticables pendant la saison pluvieuse. Donc ce sont des travaux qui devaient se faire en 3 ans, qui ont été ramenés en 1 année en travaux d'urgence au profit de ces populations. Et donc ce que nous avons connu l'année passée a trouvé une solution. Pour chaque étape, des explications détaillées sur l'évolution de ce projet de réalisation des ouvrages de drainage ont été fournis à l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Signalons que ce projet est financé par le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PUDUREM avec la collaboration de l'entreprise Mouré reconnue pour la qualité de son travail. Cette sortie de l'administrateur délégué de la ville de Niamey a permis de souligner les progrès des travaux, mais aussi de rappeler l'importance de la collaboration de tous pour garantir une ville plus moderne. Actualité sur le reste du continent, conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Désigné nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit qui déchire l'est de la République démocratique du Congo en remplacement du président angolais João Lourenço. Le chef de l'État togolais a effectué sa première visite sur le terrain à Kinshasa hier. Dans la capitale congolaise, Fort Gnassingbé a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Selon une source à la présidence congolaise, leur tête-à-tête dont rien n'a filtré a duré environ 2 heures sans qu'il ne donne lieu à aucune déclaration à la sortie. Aux Comores, à quelques jours du 5e sommet de la Commission de l'océan Indien prévu le 24 avril à Madagascar, la société civile et plusieurs partis politiques comoriens se sont rassemblés hier à Moroni sur la place de l'Indépendance. En cause, une possible reconnaissance de Mayotte comme territoire français au sein de l'organisation régionale. Droit de douane à Washington, Giorgia Meloni est attendue à la Maison-Blanche ce jeudi. La présidente du Conseil italien doit jouer les intermédiaires entre l'Union européenne et les États-Unis afin de débloquer le dialogue sur les droits de douane avec son allié conservateur. Mais la mission s'avère délicate pour la souverainiste italienne. Elle suscite des critiques en Italie et au sein des 27. Pour l'Italie, une guerre commerciale avec Washington serait une catastrophe car l'économie de la péninsule est fortement dépendante de ses exportations, notamment de vin. Au total, l'Italie exporte plus de 27 milliards d'euros vers les États-Unis avec un excédent commercial de 42 milliards d'euros. Mais par ailleurs, le gouverneur californien Gavin Newsom a annoncé hier que son État attaquait en justice l'administration Trump pour ses droits de douane. Le leader démocrate estime que ces taxes imposées par le président américain sont illégales et qu'elles vont coûter des dizaines de milliards de dollars à la Californie. Allez, du sport à présent, football. Les demi-finalistes de la Ligue des champions d'Europe sont connus. Et toujours en football sur le continent, les demi-finales de la Ligue africaine des champions match aller. Les rencontres sont prévues pour samedi. En ce qui concerne le cyclisme, 11e édition du Tour cycliste international du Mali. Après la journée de repos, la compétition reprend ses droits à la faveur de la 4e étape. Abdelkarim Kaba. Cyclisme, 11e édition du Tour cycliste international du Mali. Après la journée de repos, la compétition reprend ses droits à la faveur de la 4e étape. Et cette 4e étape sera courue entre Bamako et Fana sur une distance de 120 km. Et ces jours de repos est-il bénéfique ou pas pour les athlètes? Élément de réponse avec Famrou Djourti. Ce mercredi, le 11e Tour cycliste international du Mali a bénéficié d'un jour de repos avant la 4e étape prévue ce jeudi. Ce moment de pause est essentiel pour les athlètes, leur permettant de récupérer et de se préparer mentalement et physiquement. John Dedeker, membre de l'équipe de la Belgique, détenteur du maillot jaune. Les 3 premiers jours sont très difficiles avec la chaleur. Yaya Diallo, capitaine de l'équipe nationale du Mali. Les conditions des athlètes sont différentes. Il y a des coureurs qui peuvent enchaîner jusqu'à 4 étapes. Tel n'est pas le cas pour d'autres. Donc ce repos est bénéfique. Après avoir parcouru des étapes intenses dans des conditions parfois exigeantes,
exigeante, cette journée a été l'occasion pour les coureurs de se reposer, de procéder à des soins et de se concentrer sur leur stratégie pour la prochaine étape. Jacques Lepère, thérapeute de l'équipe belge. Ils ont eu l'occasion de reposer un peu et puis un peu déstresser, il faut dire, puisque depuis 3 jours on porte le maillot jaune. C'est pas facile, hein? Mariam Ramouni, présidente du jury du 11e Tour cycliste international du Mali. Le jour de repos, c'est très important aussi par rapport à la physiologie, morphologie de cyclistes. Surtout qu'ils ont passé par 3 étapes qui ont été vraiment à un niveau très élevé. Ce jeudi, les coureurs se lanceront sur un parcours de 119 km 600 entre Bamako et Fana, la plus longue étape de cette édition du Tour. Yaya Diallo, capitaine de l'équipe nationale du Mali. Il y a une grande différence entre le tour précédent et cette année. Lors du tour précédent, il y avait une étape de 160 km. Mariam Ramouni, présidente du jury du 11e Tour cycliste international du Mali. L'équipe malienne sont très forts avec le vainqueur d'hier. C'est difficile, mais on a aussi une bonne équipe et on verra. Les cyclistes ont pu profiter de divers programmes de récupération, des exercices, des massages et des discussions avec leurs entraîneurs pour peaufiner leur tactique. Jacques Lepeur, thérapeute de l'équipe belge. Dans la matinée, ils ont fait 1 heure sur la piste là-bas, doucement. Et puis après, moi je suis thérapeute. Hein. J'ai fait des massages, ils ont reposé, ils ont dormi un peu. Et maintenant, ils s'amusent. Bjorn Dedeker, membre de l'équipe belge détenteur du maillot jaune. C'est un jour facile. On a roulé 1 heure sur la piste ici. Il reste tranquille tous les jours. La 4e étape promet d'être un véritable défi pour les coureurs. Un trajet qui exige une grande résistance. Yaya Diallo, capitaine de l'équipe nationale du Mali. Entre Bamako et Fana, il y a toutes sortes de spécialités. Chaque coureur aura son mot à dire durant le trajet Bamako-Fana. Bjorn Dedeker, membre de l'équipe belge détenteur du maillot jaune. On va tout le temps essayer de défendre le maillot. Ça, c'est sûr. Ce jour de repos a été un moment clé pour la préparation des cyclistes avant d'affronter l'étape Bamako-Fana. Les attentes sont élevées pour cette étape qui pourrait bien s'avérer décisive dans le classement général du Tour, dominé par le Belge Bjorn Dedeker après les 3 premières étapes. Football à présent sur le continent, les demi-finales de la Ligue africaine des champions, match aller. Les rencontres sont prévues pour samedi. 2 affiches 100% sud-africaines et égyptiennes. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud sera face à Al FC d'Égypte. Et Orlando Pirates d'Afrique du Sud sera opposé aux Pyramides FC d'Égypte. Sur le continent toujours, la finale de la CAN des moins de 17 ans opposera le Mali et le pays hôte, le Maroc. Ce sera samedi à partir de 19h. La petite finale mettra aux prises le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En Europe, les demi-finalistes de la Ligue des Champions sont connus. En plus du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, Arsenal et Inter Milan se sont qualifiés. Ces 2 derniers se sont qualifiés à l'issue des matchs retour des quarts de finale. L'Inter Milan passe grâce au nul de 2 buts partout. À l'aller chez Bayern, les Italiens de l'Inter Milan avaient gagné par 2 buts à 1. Et le Real Madrid a été écarté par Arsenal, qui gagne par 2 buts à 1 également. À l'aller à Londres, Arsenal avait remporté par 3 buts à 0. En demi-finale, le FC Barcelone sera face à l'Inter Milan. Le Paris Saint-Germain sera opposé à Arsenal. Les demi-finales allées sont prévues pour le 6 mai prochain. À présent, la leçon du sport du jour. La leçon du sport de ce jeudi porte sur la technique de prise en lutte traditionnelle. Une technique unique en son genre et qui définit la pratique de ce sport de combat dont l'objectif est de faire tomber son adversaire. Isaac Tienou nous en parle dans la leçon du sport de ce jeudi. Comme toutes les disciplines sportives, la lutte obéit à des règles qui constituent la loi du jeu et qui définissent sa pratique dont l'objectif est de faire tomber l'adversaire ou de le vaincre au point. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la technique de lutte, une technique qui définit la principale règle de lutte. Le président de la commission des arbitres de la Fédération malienne de lutte au Mali, Demba Dansoko, nous précise. La technique est exclusivement debout. Le lutteur doit être debout. Autrement dit, toute action entreprise après la chute ferme au sol est proscrite. Il n'est pas permis d'attaquer dans certaines conditions, comme avec l'appui d'une main au sol. La valeur de l'action se détermine toujours par rapport à la position du lutteur attaqué. L'attaque à partir de 2 genoux à terre est interdite. L'appui d'une main au sol pendant l'attaque ou la contre-attaque
est autorisée. La technique appelle l'utilisation directe et active des bras sur tout le corps de l'adversaire. D'autres pratiques sont également interdites dans la phase défensive, nous dit Demba Danzogo. La participation directe et active des jambes dans les actions défensives et offensives, dans tous les cas, la prise du cou en collier, étranglement et la saisie de ceinture, tissu ou culotte sont formellement interdits. Si le lutteur attaqué a au moins un genou à terre, sa position est jugée en tant que position par terre. La position du lutteur attaquant n'est pas importante quand il s'agit d'évaluer une prise. Chronique judiciaire. Vous le savez certainement, le patrimoine culturel national est protégé par notre système judiciaire. La loi, par exemple, du 28 juillet 2022 fixant le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel national et le code pénal du 13 décembre 2024 ont tous les deux consacré des articles aux atteintes du patrimoine culturel. L'État du Mali a pris des dispositions pour faire face au phénomène de pillage systématique des sites archéologiques et au trafic illicite des biens culturels. Le lien entre la culture et le système judiciaire dans la chronique judiciaire avec Garibou Perrou. Face au trafic illicite des biens culturels, au pillage des sites archéologiques, à la disparition des pas de danse et chants ancestraux, à la destruction des architectures, notre système judiciaire y riposte. Qu'il soit matériel ou immatériel, le patrimoine culturel constitue pour les textes nationaux l'héritage précieux légué par les générations passées. Mohamed Mauloud Najim, directeur national des affaires judiciaires et d'ISSO. Il y a une convention internationale à laquelle le Mali est parti, c'est la convention de la Haye qui détermine les conditions de protection du patrimoine, y compris en cas de conflit armé. Au niveau national, la loi numéro 2022-034 du 28 juillet 2022 fixe le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel national. Ces deux textes ont été exploités pour être intégré au code pénal du 13 décembre 2024. En son titre 2 du livre 5 consacre 20 articles aux atteintes au patrimoine culturel, dont 13 aux infractions et à leur répression. Et cette répression peut aller d'une amende de 5 millions avec possibilité de confiscation du corps du délit à une peine d'emprisonnement de 20 ans de réclusion. 20 ans de prison et d'une amende de 5 millions de francs CFA si les biens objets de l'attaque sont sous protection internationale. C'est pour dire combien le patrimoine culturel est important au regard du système judiciaire. Nous avons tous le devoir de connaître le patrimoine culturel, de protéger le patrimoine culturel et de dénoncer ceux qui portent atteinte au patrimoine culturel. C'est un devoir citoyen. Il est d'autant devenu un devoir citoyen qu'il l'était déjà en temps normal et il est devenu davantage avec la promulgation par le chef de l'État, la première autorité du pays, de l'année 2025 comme année de la culture. Inscrit à l'inventaire ou classé, le patrimoine culturel traduit la preuve de notre passé. C'est la raison pour laquelle le Code pénal a pris soin d'intégrer les mesures consécutives pour assurer sa protection contre les délinquants. Il nous est revenu à l'occasion d'une émission de l'ORTM justement que, par exemple, le site de Gao Sanei est à l'état d'abandon et il fait l'objet de fouilles par des trafiquants de tout genre. Parce que ces trafiquants, justement, savent qu'il y a des objets archéologiques, culturels, d'une grande importance et sur lesquels ils peuvent mettre la main à travers leurs fouilles clandestines et qu'ils peuvent vendre sur le marché noir à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La connaissance, qu'elle soit scientifique, philosophique ou empirique, repose nécessairement sur un cadre linguistique. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la nouvelle constitution du 22 juillet 2023, les langues nationales ont été érigées en langue de travail. Témoignage vivant de notre histoire, de nos traditions et de notre identité, le patrimoine culturel représente bien plus qu'un simple souvenir du passé. C'est une mine d'or pour les générations présentes et futures. En les protégeant, nous transmettons non seulement un savoir, mais aussi les clés pour mieux comprendre le monde et par la suite bâtir un avenir ancré dans la diversité et le respect de nos valeurs culturelles.
Voilà l'essentiel de ce journal de 7 heures, présenté par Moussa Papa Idara, mise en onde bien assurée par Mamadou Bedialo, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Très belle journée et à très bientôt sur le RTM.